Bonjour les amis. Dans le cadre de notre cours de psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent, nous abordons un nouveau chapitre qui s'intitule « Le développement de l'enfant ». Le développement de l'enfant va se faire en suivant des stades. Il y a le stade qu'on appelle stade prénatal, avant la naissance. De la naissance à 3 ans, nous avons la première enfance. De 3 ans à 6 ans, nous avons la deuxième enfance. De 6 ans à 9 ans, nous avons la troisième enfance. De 9 à 12, nous avons la préadolescence. De 12 à plus ou moins 15, 16, voire même 17, nous avons ce qu'on appelle l'adolescence. La période prénatale, c'est la période avant la naissance. Et là-dedans, on peut distinguer 4 phases. La première phase, qui va durer 8 mois et demi, c'est la phase au cours de laquelle l'enfant est en train de se constituer. En même temps qu'il se constitue sur le plan physique, chimique, il y a aussi la relation mère-enfant qui est en train de s'établir. Cette phase au cours de laquelle l'enfant est en train de se constituer, en même temps de tisser un lien avec sa mère, ça s'appelle la phase de gestation. Et puis arrive une deuxième phase que nous appelons la phase de préparation. La phase de préparation dure 15 jours. L'enfant est en train de subir des pressions. Il est en train d'explorer. Il y a un mur contre lequel il va buter et il y a une porte qui est fermée. Ça, c'est la phase de préparation. La troisième phase est celle que nous appelons le passage, qui va durer quelques heures, où l'enfant va devoir s'engager. Et là, il y a des pressions aussi qui vont s'exercer. L'enfant s'engage dans une voie pour essayer de sortir. À ce moment-là, on conseille de faire des massages. Nous avons la naissance. La naissance qui est instantanée et qui est un choc parce que l'enfant quitte un milieu où la température était constante et confortable et là, il vient dans le froid. La température n'est pas la même et il va sentir, il va percevoir cette différence et il va d'ailleurs crier pour signifier son inconfort. Il y aura le défroissement des poumons qui vont avoir de l'air et l'enfant va commencer à respirer. Avant, il avait de l'oxygène via le cordon ombilical. Maintenant, c'est par le poumon qu'il va pouvoir respirer. Et il découvre donc le monde extérieur. Il vient au monde. Nous retenons première période, période prénatale, dans laquelle nous avons la gestation, nous avons la préparation, nous avons le passage et nous avons la naissance. Alors, dans la première enfance, l'enfant est né. Quelque chose d'important qu'on va découvrir, c'est la découverte du « ça ». Parfois, dans le vocabulaire, quand vous parlez dans le langage courant, vous dites « je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça, ça était plus fort que moi ». Quand vous dites « ça était plus fort que vous », ça veut donc dire que vous avez une instance de votre personnalité et de cette instance-là partent parfois des forces que vous n'êtes pas à mesure de contrôler toujours. C'est ce qu'on appelle donc les pulsions. C'est quelque chose d'important qu'on va découvrir, le « ça ». Mais avec l'éducation, le ça va se rendre compte qu'il y a aussi les surmoi et que quand les ça et les surmoi entreront en conflit, il faut un moi fort. Selon la théorie de Freud, des personnalités de Freud, le ça, le surmoi et le moi. Mais pendant la première enfance, c'est la période de la découverte du ça, les forces pulsionnelles. Alors pendant la première enfance, qu'est-ce qui va se passer? De la naissance à 6, plus ou moins 7 semaines, l'enfant a un sentiment obscur de vitalité. Et nous appelons ces sentiments obscurs de vitalité syncrétisme indifférencié. Parce qu'il ne sait pas encore distinguer le moi du non-moi. Il ne sait pas distinguer la vie biologique et la vie psychique. Il ne sait pas distinguer l'affectivité et l'activité. Sur le plan du développement moteur, c'est-à-dire le développement du corps et des mouvements, il y a beaucoup de choses qui vont se passer pendant la première enfance. À la naissance, il a des mouvements impulsifs. Quand on dit mouvements impulsifs, c'est-à-dire des mouvements qui n'ont pas un but apparent. Même s'ils n'ont pas un but apparent, mais il aide quand même à fortifier ses muscles. On voit aussi des mouvements réflexes, comme le mouvement de succion. À partir d'1 mois, on va constater que les mouvements qui étaient massifs et globaux vont laisser place à une motilité quelque peu différenciée. Quand on dit motilité différenciée, cela veut dire que vous touchez par exemple la région buccale. Vous allez voir, il va faire des mouvements de succion, il ne va pas tressaillir. La même chose pour les yeux. À 1 mois, il est capable maintenant de regarder un objet et de le suivre du regard. Donc l'œil peut fixer l'objet et suivre l'objet du regard.
Regardez très bien les mains. Les mains souvent sont fermées, mais ils peuvent s'activer si vous les touchez. Et sur le plan intellectuel, qu'est-ce qu'on va remarquer chez l'enfant de la naissance jusqu'à 6-7 semaines? Qu'est-ce qu'on va remarquer sur le plan intellectuel? Eh bien, sur le plan intellectuel, on ne remarque pas grand-chose, parce que l'intelligence va vraiment apparaître vers 8 mois. Mais en attendant, nous pouvons déjà noter les perceptions. Perception tactile, perception visuelle, perception auditive et perception gustative. Et ne l'oubliez pas, nous l'avons déjà dit, les sens sont les portes par lesquelles les connaissances vont entrer. Donc même si on ne distingue encore rien sur le plan de l'intelligence qui apparaîtra vers 8 mois, en attendant, nous notons les perceptions. Sur le plan du développement social, qu'est-ce qu'on remarque chez l'enfant de la naissance à plus ou moins 6-7 semaines? Qu'est-ce qu'on remarque? Pour lui, les personnes n'ont pas encore de constance ni d'unité. Il peut avoir conscience d'être dans un monde où il y a autre chose que lui. Mais autre chose là, c'est vu encore de manière globale. Ce n'est pas encore des personnes différentes, etc. À ce moment-là, il ne fait aucune différenciation entre les personnes. Rappelez-vous, quand un enfant est encore bébé, bon, vous voulez le prendre, vous le prenez. Hein? Mais il viendra un âge où il va, vous lui tendez les mains, il refuse. L'autre lui tend les mains, oui. Mais là, il s'est distingué, mais à ce moment ici, pas encore. Mais il viendra quand même un moment pendant cette période où on voit que l'enfant commence à chercher un contact avec les proches. Par exemple, il pleure. Pas pleurer parce qu'il a mal quelque part, mais en même temps pleurer pour faire venir quelqu'un. Là, c'est déjà un contact social qui s'établit. Et sur le plan affectif, qu'est-ce qui va se passer? Les réactions de l'enfant sont émotives et sans aucune proportion avec leur cause. Elles sont totales et indifférenciées. Vers 3 semaines, on constate chez l'enfant des réactions qui témoignent des sensations à caractère pénible. C'est pour ça qu'il peut avoir des réactions de détresse. Ces émotions ont un but qui est la conservation de la vie. Elles vont donc osciller entre plaisir et douleur. Du point de vue motilité, motilité c'est la faculté de se mouvoir. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Il est capable de se mouvoir, il fait des mouvements. Nous sommes toujours dans la première enfance, de la naissance à plus ou moins 3 ans. Et l'enfant que je viens de décrire, c'est l'enfant de la naissance à 6-7 semaines. Donc, première enfance, deuxième phase, l'enfant a 6 ou 7 semaines jusqu'à 12 mois. Qu'est-ce qui va se passer chez cet enfant? L'enfant, pendant cette deuxième phase de la première enfance, va quitter l'attitude de défense qu'il avait quand il est né. Maintenant, il va se tourner vers le monde extérieur. La preuve, il va sourire à un proche. Du point de vue moteur, les mouvements vont continuer à progresser, aussi bien quant à leur précision et à leur efficacité. Vers 4 mois, l'enfant qui avait une tête ballante va commencer à se tenir droit. Il est capable maintenant de tourner la tête et de voir. La tête devient mobile donc. Il y a aussi le développement de la motilité oculaire. Il explore avec les yeux, mais il explore avec la bouche aussi. Tu lui donnes un objet, il regarde, mais il peut mettre aussi à la bouche. À 5 mois, l'enfant est capable de saisir les objets entre les doigts et la paume des mains. À 6 mois, entre les doigts et le pouce. À 6-7 mois, il peut s'asseoir sans soutien. 7-8 mois, l'enfant va s'engager dans la station debout. À 9 mois, il est équilibré, il peut se tenir debout équilibré dans la position assise et il va essayer de marcher à partir de 10 mois. Et à 12 mois, l'enfant peut se tenir debout sans aide, il peut prendre la chose de manière parfaite, préhension parfaite, il peut mettre un bâton dans le trou, il peut manipuler, il peut se déplacer et il joue. Sur le plan intellectuel, qu'est-ce qui va se passer chez cet enfant de 6-7 semaines à 12 mois? Eh bien, vers 4 mois, l'enfant va faire des mouvements dans le but de faire durer le spectacle qui l'intéresse. Imaginez qu'il a un objet, il va faire un mouvement pour faire durer le spectacle qui l'intéresse. Vous avez mis devant son berceau un jouet,
S'il fait comme ça, peut-être ça sonne, il peut faire le mouvement pour provoquer ça. Donc l'acte qu'il va poser a maintenant un but. Vers 5 mois, l'enfant est capable de coordonner la vision et l'appréhension, voir et prendre. À partir de 6 mois, l'enfant dissocie son activité et l'activité de son partenaire. À 6 mois, il y a l'apparition de l'intelligence qui consiste à coordonner les faits entre eux pour atteindre un but. Et à 12 mois, il y a le développement de cette coordination des faits, des actes, et naissance de l'intelligence pratique qu'on appelle intelligence sensorimotrice. Sur le plan social, qu'est-ce qu'on remarque chez cet enfant? Déjà à 2 mois, il est fasciné par le visage humain. Et le signe, ça sera le sourire. Il y a la naissance d'un lien entre lui et l'adulte. Et le signe, ça sera la réciprocité du sourire. Tu le souris, il te sourit aussi. Entre 4 et 6 mois, le sourire devient sélectif. Il ne sourit pas à n'importe qui. Il sourit à ceux qu'il reconnaît, à ses proches. En faveur de la mère surtout. Il a peur de l'inconnu. On va remarquer aussi sur le plan social qu'il y a un pseudo-langage. Il cherche maintenant la compagnie de l'adulte. Il pleure quand l'adulte quitte la pièce. Il a de l'intérêt pour les jeux alternatifs avec l'adulte. Il va imiter l'adulte. À partir de 8 mois, l'enfant sait faire une différenciation entre les personnes. Il se sent en sécurité dans la famille avec ses proches. Mais avec ses pairs, avec les enfants de son âge, à 8 mois, les relations sont pauvres. Ils vont s'améliorer à 9 mois, mais plus pour leur ravir les objets de jeu, non pas parce qu'ils veulent collaborer. Quid du développement affectif? Nous l'avons dit, à 2 mois, il y a l'apparition du plaisir. L'enfant va sourire. C'est un développement affectif qui s'est... Il a en même temps des sentiments négatifs. La peur, l'anxiété, la colère et l'agressivité. Alors, les sentiments positifs qui vont apparaître, c'est quoi? C'est que à 5 mois, il a les sourires. À 6 mois, il peut rire. À 8 mois, il se sent un peu fier quand il a réussi quelque chose. Il a aussi des manifestations de tendresse et d'affection, surtout vis-à-vis des familiers. Il sait maintenant distinguer le moi et le non-moi. Nous abordons maintenant la 3e phase de la première enfance, de 12 mois à 3 ans. Donc, voyez bien cet enfant qui a 12 mois à 3 ans. C'est un petit gaillard qui sait déjà marcher, qui va vous dire non. Parce qu'avant, pour arriver à un endroit, vous devriez le prendre. Mais maintenant, il peut marcher lui-même. Et il va commencer à vous dire non, il va commencer à aller jouer un peu plus loin, etc. C'est le début de l'indépendance avec la marche. Le langage va s'acquérir pendant cette période. L'enfant découvre son pouvoir sur les gens. En même temps, il découvre aussi la résistance que les gens et les choses ont aussi sur lui. L'enfant qui va découvrir la distinction, qui va faire la distinction entre le moi et le non-moi, ce sera d'abord sur le plan physique, mais sur le plan psychique, ça viendra un peu plus tard. Ça, c'est l'aperçu général. Un enfant de 1 an à 3 ans. Maintenant, quid du développement intellectuel? À 16 mois, la représentation devient une fonction symbolique. C'est-à-dire, s'il a un problème à résoudre, n'est-ce pas? Il ne va pas forcément passer par chaque étape. Il devient capable d'anticiper parce que mentalement, il peut se représenter une étape. Pour arriver à la résolution d'un problème, l'enfant essaye. Il passe d'une étape à une autre. Mais il arrive à un âge où il devient capable de faire l'anticipation d'une étape. Il n'essaye pas nécessairement cela parce que mentalement, il devient capable de voir, d'essayer. Son langage, c'est un langage autistique et gestuel dans le jeu. Il parle tout seul. À 10-12 mois, le premier mot va apparaître. Et c'est un mot qui traduit un état affectif. À 18 mois, il y a le développement du vocabulaire.
Un peu plus tard, il y aura la transduction. La transduction, c'est un raisonnement qui va du particulier au particulier. Il passe de certaines ressemblances qu'il constate vers d'autres ressemblances, sans être capable de généraliser. Développement social pour un enfant de 1 an à 3 ans, il va affirmer sa crise d'opposition vers 2 ans et plus. Affirmation de sa crise d'opposition. Vers 2 ans et plus, on sent chez lui les sentiments de jalousie. Vers 3 ans, il y a conformisme et coopération, il peut se conformer. Maintenant, il entre dans les jeux symboliques ou de fiction. Il peut s'adonner à des jeux symboliques ou des jeux de fiction. Jeux symboliques ou de fiction. C'est des jeux où il va s'imaginer qu'il est dans un avion en train de... etc. Il y aura alors un complexe d'intrusion. Lui qui avait une relation privilégiée avec la mère, et bien voilà que maintenant, il va sentir qu'il y a des gens de trop qui viennent s'immiscer là-dedans. C'est le complexe d'intrusion. L'enfant occupe une position de privilégié jusqu'à la naissance d'un petit frère qui va peut-être... À ce moment-là, il y a peut-être un petit frère qui va venir. Et quand le petit frère vient, l'enfant sera jaloux. Celui-là, il vient gâcher la relation privilégiée qu'il avait avec la mère. Ces derniers, ça provoque un sentiment d'hostilité de la part du grand frère qui le prend pour un intrus. D'où la rivalité fraternelle qui est tout à fait normale, le complexe de Caïn. Développement affectif. L'enfant est capable maintenant de détacher ses émotions du présent immédiat. Il est moins victime de ses émotions parce qu'il peut les décharger dans les jeux. Puisque son intelligence se développe, ça va lui amener de l'anxiété. L'anxiété, c'est la peur d'un danger qui n'existe pas en réalité. Il y aura l'apparition du syncrétisme affectif, qui est une marque de sympathie envers les proches. Mais sa vie émotionnelle est encore labile. La deuxième enfance, c'est l'âge de la découverte du moi. Nous avons dit que la première enfance, c'était la découverte du ça, les forces pulsionnelles. Maintenant, dans cette phase, c'est la découverte du moi. Aperçu général, eh bien, cet enfant qui avait déjà commencé sa crise d'opposition, elle va s'accentuer pendant cette période. Entre 3 ans et 6 ans, la crise d'opposition va s'accentuer. Et soyez pas étonnés de l'entendre tout le temps vous dire « Non, non, je ne veux pas ». L'enfant cherche son indépendance. La preuve, il peut marcher, il peut courir, il peut parler. C'est surtout l'âge de l'égocentrisme et de la découverte de la réalité extérieure. D'un côté, on découvre la réalité extérieure, mais de l'autre, on est égocentrique. L'égocentrisme est la tendance qu'a une personne de se considérer comme le centre de l'univers. On rapporte tout à soi-même. C'est une attitude normale pour un enfant de moins de 6 ans. Il pense et agit comme s'il était le centre du monde. Ça, c'est l'aperçu général d'un enfant de 3 ans à plus ou moins 6 ans. Mais sur le développement moteur, qu'est-ce que vous allez constater? C'est l'âge de la grâce, de la motilité. Il se développe, il fait beaucoup de progrès à cette période-là. Sa motilité gagne en aisance, en liberté et en spontanéité. Ses mouvements deviennent plus harmonieux. À 3 ans, l'enfant peut rouler à tricycle. Il peut lancer une balle, il peut courir, il peut virer. À 4 ans, il est capable de sauter à cloche-pied. Il peut grimper, il peut transporter une tasse sans en renverser le liquide. Il peut s'habiller et se déshabiller tout seul. Il peut copier au crayon un carré ou un triangle. À 5 ans, il gagne en aisance et en intrépidité. Ça, c'est le développement physique, le développement moteur. Et sur le plan intellectuel, qu'est-ce qui va se passer? Son langage va s'améliorer. Ça témoigne de l'intelligence. L'enfant est un bon observateur à cet âge-là. Sa pensée est cohérente, mais elle reste intuitive, liée au concret. Son raisonnement est basé sur la transduction, c'est-à-dire du particulier au particulier, sans être en mesure de généraliser. Les concepts lui font encore défaut, d'où l'usage des préconcepts. Les préconcepts, c'est des notions entre individualité et généralité.
Que faut-il retenir du développement social? C'est le début des interactions sociales actives grâce au langage qui est devenu maintenant cohérent. Il y a l'apparition du jeu parallèle. C'est-à-dire, il veut jouer avec des copains, d'accord, mais chacun son jeu. On fait des voiturettes, d'accord, mais voilà mon chemin, l'autre, et parfois vous entendez des disputes, ah, il a quitté son chemin, il est venu chez moi. Donc, on aime bien jouer avec les amis, mais les jeux sont parallèles. À 5 ans, alors, il peut commencer les jeux associatifs. Oui, c'est des jeux associatifs. Il y aura maintenant de la collaboration, mais cette collaboration est encore troublée par l'égocentrisme et l'affirmation de soi. Alors, lorsqu'on a envie de jouer avec les autres, mais qu'on a quand même un égocentrisme qui fait que tout doit partir de moi, eh bien, ils vont faire des jeux parallèles. Mais quand ces jeux parallèles doivent évoluer pour que l'enfant devienne quand même capable de s'associer avec les autres vers 5 ans, alors à ce moment-là, on va collaborer et faire des jeux de rôle. Les désirs des partenaires commencent à être pris en considération. Et quand les désirs des partenaires commencent à être pris en considération, puisqu'il faut jouer ensemble, on va faire les règles de jeu que tout le monde va respecter. Développement affectif, qu'est-ce qui va se passer? Entre 3 ans et 6 ans, il y aura les complexes d'Édipe. Donc, avec la découverte de ses organes génitaux, l'enfant découvre qu'il a un sexe qui ressemble aux parents du même sexe et qu'en face, il y a peut-être une autre personne qui a un autre sexe différent. Avec la découverte de ses organes génitaux, une composante plus sexuée intervient dans la relation affective entre l'enfant et l'adulte. Et par conséquent, il y aura un attrait beaucoup plus marqué pour les parents du sexe opposé. Le parent du même sexe est vu comme un rival, bien qu'on l'admire en même temps. Nous avons aussi le complexe de Caïn. Le complexe de Caïn, c'est celui qui naît de la jalousie. Quand vous avez un enfant qui naît, alors celui qui était déjà là, qui se considérait comme le centre de l'univers, celui pour qui la mère avait beaucoup d'attention, maintenant la mère doit pouvoir s'occuper de l'autre. Alors à ce moment-là, on se sent négligé. On peut faire aussi un complexe qu'on appelle complexe de Caïn. Jalousie, rivalité fraternelle, surtout vis-à-vis du puiné qui accapare désormais l'attention de tout le monde. Sur le plan moral, il y a maintenant l'intériorisation des règles parentales. Quand on dit intérioriser les règles parentales, c'est-à-dire même à l'absence du parent, on sait que ça c'est pas bien, maman ne va pas apprécier, papa ne va pas apprécier, c'est-à-dire intériorisation. On n'attend pas seulement dire hey, ça ne se passe pas comme ça, là c'est extérieur, mais on peut intérioriser à cet âge. L'enfant se comportera bien même en l'absence des parents. C'est ce qu'on appelle les surmoi enfantins. Ce surmoi enfantin est caractérisé par la rigidité et le manque de raisonnement logique. Les parents sont intériorisés comme des machines à faire des règlements. L'enfant ne vous dira pas ça c'est mauvais parce que non, c'est mauvais maman a dit, mauvais papa a dit. Un acte n'est mauvais que dans la mesure où il est répréhensible par les parents. L'enfant fait sienne les exigences parentales. Même en leur absence, il se souvient de ce qu'on attend de lui. C'est ce qu'on appelle intériorisation des exigences parentales. L'égocentrisme est d'abord une disposition affective et sociale de l'enfant qui oriente tout de manière inconsciente à son service. Il signifie que l'enfant n'a pas encore accédé au sens de l'autre. Il n'y a que lui. Dans ce cas, il est partiellement égoïste. Mais l'égocentrisme est surtout une disposition intellectuelle qui fait que l'enfant considère tout, chose et homme en fonction de soi-même. C'est une incapacité à reconnaître les relations objectives d'implication des causes à effet. Parmi les traits spécifiques propres à l'égocentrisme enfantin, nous pouvons citer les sentiments aigus de propriété ou de possession
Quand tu lui donnes quelque chose, il peut insister, c'est pour moi, oui, c'est à moi, oui. Sentiment de propriété. Il a aussi des difficultés à saisir des notions genre gauche-droite, hier, demain, avant, après, frères et sœurs, points cardinaux pour une orientation spatiale. Il y a aussi de l'animisme dans son égocentrisme. C'est le fait d'attribuer vie et conscience à tout être ou tout objet. Exemple, en regardant un défilé de nuages au clair de lune, l'enfant peut dire « les nuages veulent attraper la lune qui s'enfuit ». Il y a aussi l'artificialisme. Les êtres auraient une origine artisanale. Quelqu'un qui vous dirait par exemple « avec quoi est-ce que Dieu fabrique les arbres ?» Vous avez aussi le finalisme. L'enfant définit les objets en fonction de leur utilité. Exemple, c'est quoi un couteau? Un couteau, c'est pour couper. En définitive, la logique enfantine est encore pleine de contradictions, des jugements subjectifs et incohérents, où les points de référence sont trop personnels. C'est un stade prélogique, c'est un stade présocial. L'enfant tendant à prendre sa vision particulière des choses comme absolues. Pendant cette période aussi, il y aura aussi quelque chose de très important, c'est ce qu'on appelle les sévrages. Qu'est-ce qu'on appelle sévrage? Matériellement parlant, le sévrage est un refus du don de la tétée que la mère va imposer à l'enfant en l'obligeant à manger désormais une nourriture beaucoup plus solide. Et ici, tout dépend des cultures. Vous avez des cultures où on va dire, ben moi, le mien, il va manger au biberon, je vais le nourrir au biberon. Il y a des cultures où on dit non, 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 jusqu'à 1 an et demi, 2 ans, je vais lui donner les seins. Ça dépend des cultures. Sur le plan psychologique, le sévrage qui est d'abord et avant tout une séparation mère-enfant, une scission de l'unité psychophysique mère-enfant, peut provoquer chez l'enfant un choc psychologique si elle est perçue par l'enfant comme un refus de l'amour maternel. C'est ce qui va se passer si ce n'est pas fait de manière progressive et graduelle. Donc il faut faire attention avec le sévrage.